J'ai trouvé cette niche, on peut l'appeler comme ça, qui est celle du micro-logement parisien. Il y a un stress réglementaire de dingue autour de ça. Tu vois, si je te vends un 10 mètres carrés, premier réflexe, c'est de dire, oula, je connais pas parfaitement le règlement sanitaire, mais il me semble que c'est pas aux normes, c'est trop petit. Deuxièmement, oh là là, je sens que le DPE, ça va être G. Et 3, je sens qu'il y a un encadrement terrible sur ce genre de surface et que ça sera jamais rentable dans aucun cas. Je préfère même pas y toucher, c'est un truc de marchand de sommeil. J'ai 4 annonces là qui tournent de studios avec ascenseur et vrai WC aux normes à moins de 100 000 euros en plein Paris. J'ai mis 4 annonces, d'accord ? J'ai pas reçu un appel. Tu veux pas de 5e sans ascenseur, je suis désolé, il faut faire un petit sacrifice, que pour aller chercher ton point de rendement en plus, il faut que tu ailles chercher 15 000 euros sur le prix en moins, et le 15 000 euros sur le prix en moins, il va pas être offert par le marché sans effort, il va falloir que tu fasses un sacrifice. Si tu vas trop diaboliser l'échec entrepreneurial, tu supprimes l'entrepreneuriat français, quoi. Parce que si t'as pas de droit à l'échec, t'as pas d'entrepreneuriat. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Trouver de la rentabilité à Paris n'est pas une mince affaire. Les espaces de stockage ou le parking offrent encore quelques perspectives de rendement, mais c'est à peu près tout. La réglementation a fortement contraint la location courte durée. Entre prix du foncier et plafonnement de loyer, semble que le marché ne soit voué qu'à des investisseurs patrimoniaux aujourd'hui pour des grandes fortunes. Pour autant, il existe une niche alternative dans le résidentiel dont on parle de plus en plus, c'est le micro-logement. Ces habitations de 9 à 14 mètres carrés, typiquement les chambres de bonne, ignorées des investisseurs à cause de leur complexité réglementaire et technique, mais qui produisent des hauts rendements. On en parle aujourd'hui avec Thierry Vignal, notre invité du jour, qui a fait du micro-living à Paris sa thèse d'investissement. Thierry Vignal, c'est le fondateur de Mastéos, une start-up spécialisée dans l'investissement immobilier locatif clé en main, dont la valorisation est passée de 0 à 155 millions d'euros en quelques années et qui a explosé en vol littéralement face à la hausse brutale des taux d'intérêt emprunteurs et des ambitions démesurées de croissance également. Après cet échec retentissant mais formateur, Thierry décide de se remettre en selle dans l'immobilier au travers de cette niche qu'il a étudiée de bout en bout depuis maintenant plus d'1 an. Persuadé que le micro-living va surpasser le co-living, Thierry propose maintenant aux investisseurs d'exploiter ce créneau via un fonds d'investissement. Il nous dévoile ici tous les détails de son approche qui lui permet de créer des projets d'investissement à objectif de rendement de 7% dans Paris intramuros. Quelle est la typologie, la disposition, la surface idéale pour ce genre de projet ? Quel est le quartier à privilégier dans Paris ? Comment cibler le bon type de locataire? Comment se démarquer de la concurrence? Quelles sont les contraintes et les points de vigilance liés aux travaux de rénovation pour rester dans les clous sur les aspects d'urbanisme? Quel type de contrat aussi permet d'échapper au plafonnement des loyers? Un épisode pour les aventuriers de l'immobilier qui cherchent à trouver des biens rentables à Paris intramuros, mais aussi pour les investisseurs désireux de mieux comprendre ce nouveau phénomène dans l'immobilier à haut rendement. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la newsletter des Investisseurs 4.0 pour ne rien rater des informations exclusives dévoilées sur cet épisode et les autres notamment. Tu peux te rendre sur la page investisseur40.com/nl pour avoir gratuitement toutes les semaines de mes nouvelles. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur le micro-living avec Thierry. C'est parti. Salut Thierry, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Merci à toi. Écoute, on vient juste de se croiser là il y a 5 minutes pour les gens qui nous écoutent, c'est ça la magie du podcast. Donc on va faire un peu l'intro en même temps qu'on va faire le podcast. Ouais. Donc tu me demandais un peu la teneur du podcast, le contenu, tout ça. Donc j'expliquais qu'en gros c'était pas mal IMO, mais beaucoup aussi investissement. En fait, c'est de la base, pour aider les personnes qui sont... alors à la base, c'était moi qui arrive à 40 ans, qui avec des enfants. T'en fais 39. Merci. Avec des enfants, une vie aussi professionnelle, parce que j'ai quitté mon job, mais j'étais encore dans le job quand j'ai commencé à investir. J'étais analyste financier chez Moody's. Ok. En finance, à Londres, au Brésil, j'étais pas mal international. Et j'avais quand même envie de créer du patrimoine. À l'époque, il y avait les taux assez bas, et donc je me suis lancé dans ce contexte-là. Et je me suis dit, mais comment, avec peu de temps, les enfants qui arrivent et tout ça, on peut quand même construire du patrimoine et tout. Donc c'était un peu le leitmotiv au début du podcast, de s'aider à construire du patrimoine. Et donc du coup, dans cette mouvance-là, je pensais qu'on pouvait parler avec toi de la niche en tout cas du segment, de la stratégie micro-logement à Paris, parce qu'on m'a dit que c'était un peu ton dada en ce moment. Oui. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui te connaissent pas du tout? J'ai fait un parcours assez classique, prépa, école de commerce. Et en école de commerce, je voulais absolument être trader. Parce que j'avais vu une pub sur un site, tu sais, les pubs pour trader le Forex avant les cryptos. Et j'avais vu le loup de Wall Street. Et je voulais absolument finir sur un trading floor. Mais comme j'avais des mauvaises notes
À l'école, j'ai fini sur la majeure juridique de mon école de commerce, alors que je visais la majeure finance. Donc j'ai dû commencer en cabinet d'avocat. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Mais c'était pas par choix, c'était par défaut. Et donc j'ai commencé en droit immobilier, au hasard, à Paris et à Hong Kong aussi. Et après ça, mais je pensais qu'à faire de la finance tout le temps. J'étais tout le temps sur les marchés financiers. Je voulais être trader. Et finalement, j'ai fui à Londres en quête de ce job et j'ai galéré. J'ai passé 6 mois à faire des entretiens, mais j'avais du coup que des expériences juridiques, donc j'y arrivais pas. J'ai dû faker un entretien. Enfin, j'ai complètement bullshité un entretien et c'était sur un job d'analyse quantitatif qui était, enfin, ça correspondait pas à mes skills, donc j'ai sous-traité ce qu'on me demandait à un Népalais ingénieur qui codait un algo qu'on me demandait de faire. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était ma seule porte d'entrée dans le marché financier. Et finalement, j'ai réussi à finir sur un trading floor chez HSBC à Canary Wharf à 27 ans. Là, j'en ai 35. Et voilà, c'était un rêve d'enfant. Et j'étais trader avec 8 écrans, des courbes dans tous les sens. Et ça m'a tout appris, vraiment, sur l'investissement. Parce que c'est la meilleure école possible. On t'enseigne à toujours mesurer ton rendement à partir du risque. Le couple rendement-risque, en fait, c'est la seule règle qui vaille. Et on t'apprend à avoir une approche quantitative sur toutes les classes d'actifs. Donc, traiter de la data, quantifier ton approche. Et quand j'ai arrêté le trading parce que c'était assez intense, je suis revenu à Paris. Pareil, j'ai fait une petite traversée du désert, je savais pas quoi faire. Et j'ai créé une start-up qui s'appelle Mastéos, avec cette approche quantitative aussi, d'aller chercher de la data et voir s'il y avait des opportunités de marché. Et Mastéos, j'ai créé en février 2019. 2019, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. C'était l'enfer. 2020, j'ai fait mon premier euro de chiffre d'affaires. Et 2022, on était 400 salariés. On faisait 25 millions de chiffre d'affaires et la boîte était valorisée 155 millions. Voilà. Donc ça allait très vite. Très très vite, et j'ai explosé en vol à la remontée des taux et la boîte a été cédée dans le cadre d'un redressement à Novaxia, et aujourd'hui je me relance sur le sujet des micro-logements parisiens. Voilà. Super résumé, t'es le roi du elevator speech. Un élévateur de 10 étages, mais ouais. Ouais. Non, c'est parfait. Non, c'est super intéressant. Intéressant aussi quand tu dis que tu es venu avec l'esprit data sur un marché de PropTech où les gens étaient les fondateurs étaient plus en général de ces boîtes comme ça dans le monde de l'immobilier à la base. Donc toi, tu avais un profil un peu différent là-dessus. Ouais, data, IA, tu sais, c'est des mots un peu buzz que tu mets sur un deck pour lever des fonds. Et il faut savoir de quoi on parle quand on parle de data. Mais la data, c'est en gros, quand tu investis dans une ville, tu prends le prix au mètre carré meilleurs agents, le loyer meilleurs agents, tu divises l'un par l'autre, ça te fait le rendement. Ensuite, tu vas comparer ce rendement au niveau de risque que tu vas prendre. Comment tu matérialises ce risque? Tu regardes le taux d'impayé, tu regardes le taux de chômage, ça c'est facile à choper comme data, tu regardes le revenu médian par habitant, tu compares le revenu médian par habitant au prix du foncier, ça te fait un ratio, ça te montre si ce ratio est très bas, ça veut dire que les habitants ont un pouvoir d'achat foncier très élevé, donc tu es sur un marché sous-évalué. Tu regardes ton niveau de risque à partir du revenu, de l'impayé, du chômage par rapport à ton niveau de rendement, et tu regardes la ville qui optimise le mieux ce couple rendement-risque. Ça paraît technique, c'est jamais que quelques lignes sur Excel et 4 colonnes, et tu vas sur Meilleurs Agents et le site de l'INSEE, tu fais marcher ta tambouille, et moi je faisais tout le temps des classements de villes comme ça, et t'arrives... D'ailleurs, si tu veux le top 5, alors, parce que j'ai fait un Excel sur les villes où investir en France, j'en ai fait plein. Et hier, j'ai croisé le patron de Kianeos, qui est la plus grosse SCPI résidentielle de France, et qui, lui, m'a fait remonter sa data terrain sur les villes qui marchaient le mieux. Et je l'ai noté, et je tenais vraiment à ce que tes auditeurs sachent. Alors, il m'a donné un top 4. Donc, lui, il est littéralement partout en France, d'accord ? Il déploie un demi-milliard sur du résidentiel, et il est dans des centaines de villes. Et il m'a dit, il y en a 4 qui marchent du tonnerre en risk adjusted rental yield. C'est Lunel, je connaissais pas. C'est de la data, hein. Allez à Lunel, quoi. Un algorithme est aveugle. Lui, il m'a dit Lunel, c'est là où on a les meilleurs rendements ajustés pour le risque. Vienne, c'est pas en Autriche, il y a une ville en France qui s'appelle Vienne. Cavaillon et Roussillon. Et voilà, sur les centaines de villes où il a fait de l'immobilier pour le compte de sa foncière, c'est les 4 villes qui ressortent. Et moi, je rajouterais Thionville, qui était toujours numéro 1 de mon classement, dans l'Est, et on s'arrêtera là. Ça fait un top 5. Avec un seuil minimum, quand tu mets tout dans la balance, tu mets toutes les villes de France, il y a une seuil, après, tu filtres sur Excel en fonction du nombre d'habitants pour avoir une certaine profondeur de marché, en fonction de ton appétence à la liquidité, etc. Mais ouais, tu peux filtrer. Ok.
Ah, excellent. Non, mais c'est vrai que c'est une façon de voir l'immobilier qui est beaucoup plus en fait pragmatique, froide et analytique quoi en fait. Décision, Ouais. on y va, on n'y va pas quoi. Donc Ouais, après tu mettras de l'émotion. L'émotion une fois que tu seras à Cavaillon ou à Lunel, tu pourras t'inspirer du terroir et dire cet immeuble j'aime bien la façade et tout. Mais l'approche top-down, elle part d'une démarche quantitative, froide, aveugle, et ensuite on va se reconnecter au terrain et remettre de l'émotion. Et là, dans ce cadre, dans cette quête effrénée d'anomalies de marché, de mispricing, j'ai trouvé cette niche, on peut l'appeler comme ça, qui est celle du micro-logement parisien. Pourquoi c'est une niche ? Déjà, c'est un monde qui est totalement inconnu du grand public. Si je te dis micro-logement, tu penses en gros chambre de bonne. C'est très bien, il y a 115 000 chambres de bonne à Paris, mais on parle pas de ça. Les chambres de bonne, c'est des micro-espaces au dernier étage, sans toilette, sans ascenseur. Et ça, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je vais explorer en premier. Moi, je fais vraiment du studio avec des vrais WC, au premier, au deuxième étage, à des étages accessibles avec ascenseur, donc des trucs propres, mais qui, parce qu'ils sont trop petits, sont complètement ignorés des investisseurs. Et parce que y a un stress réglementaire de dingue autour de ça. Tu vois, si je te vends un 10 mètres carrés, premier réflexe, c'est dire, oula, je connais pas parfaitement le règlement sanitaire, mais il me semble que c'est pas aux normes, c'est trop petit. Deuxièmement, oh là là, je sens que le DPE, ça va être G, si ce n'est Z. Et 3, je sens qu'il y a un encadrement terrible sur ce genre de surface et que ça sera jamais rentable dans aucun cas. Je préfère même pas y toucher, c'est un truc de marchand de sommeil. C'est ça ton premier réflexe. Et c'est pour ça que ce marché du micro-logement, il a beau être énorme, il est à l'abandon, on est sur des prix très décotés et il est ignoré des investisseurs. Et moi, mon projet, c'est capter ce marché sous-valorisé, le réhabiliter avec des techniques architecturales modernes inspirées du yachtisme. Tu sais, les cabines de yacht, c'est tout petit. J'ai regardé l'architecte qui fait les wagons-lits de l'Orient Express, qui sait faire de l'ultra-luxe dans de l'ultra-compact et en faire des écrins de luxe pour les louer à des startups ou à des nomades, à des gens qui sont en besoin de logements flexibles. D'accord. Donc ça s'achète pas cher, ça se loue très cher sous ce format-là, et tout le monde y gagne parce que c'est moins cher que l'hôtel et ça répond à plein de besoins. Aujourd'hui, le produit, il n'existe pas. Tu es soit sur de l'hôtel très cher à la nuitée, soit sur de la longue durée sur le bon coin, mais t'as pas un produit intermédiaire et je pense que c'est le produit parfait pour ça. Tu l'as lancé quand et avec quel projet cette stratégie-là en fait, ça fait combien de temps que t'es dessus Bah ça fait 1 an que j'essaye de comprendre ce marché. Je crois que je vais célébrer ma 1000e visite cette année. J'ai visité 1000 micro-logements. Ok. Et en fait, je pense que tant que t'en as pas visité 1000, tu ne peux pas comprendre ce marché. Il est ultra technique, il obéit à ses règles. C'est pas les mêmes prix que sur le marché normal. Tu peux pas regarder meilleurs agents. C'est des réseaux de sourcing différents. Et donc j'ai mis 1 an à le comprendre et 1000 visites. Et aujourd'hui, je lance ce projet plus ou moins confidentiellement. Là, ça va sortir dans les jours à venir. Tu peux nous emmener dans toutes les découvertes que tu as fait sur tous ces aspects justement à ça je pense qu'il serait intéressant de voir. Déjà, d'un point de vue, tu as expliqué un peu ce que ça, enfin de quoi on parlait en termes de typologie de biens. Pour le sourcing, tu dis que, enfin, le sourcing, on peut se dire, c'est un secteur sur lequel, enfin, les prix sont assez bas. Enfin, prix au mètre carré, on n'est pas bas, mais je veux dire, en termes de budget, on est sur des petits prix. Donc, grosse concurrence. Comment tu te sources des biens comme ça pour les trouver ? Alors, c'est ce que je pensais aussi. Et en fait, pas grosse concurrence du tout. Surtout en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je suis tout seul aux visites. Je me suis amusé à mettre en ligne, j'ai 4 annonces là qui tournent, de studios avec ascenseur et vrai WC, aux normes, d'accord, donc il y a vraiment pas de défaut majeur, à moins de 100 000 euros. En plein Paris, d'accord, vraiment de l'intramuros. Alors on n'est pas place Vendôme, mais on est genre 11e, j'en ai un dans le 18, un autre... J'ai mis 4 annonces, d'accord. J'ai pas reçu un appel. Je parle de studio dans Paris, aux normes, propre, avec des vrais WC, un ascenseur. J'ai pas reçu un appel. Donc, peut-être que mes photos étaient pas... Ça c'est à la sortie, hein, c'est ce que tu voulais vendre, toi, une fois rénové. En fait, j'avais besoin de tester le marché, donc j'ai mis vraiment, c'est des vraies annonces, hein, vous pouvez les acheter, c'est 4 biens que je possède et effectivement mais je teste mon marché aussi. J'ai besoin de savoir où est-ce que ça se situe, j'ai besoin de savoir s'il y a de la concurrence ou pas. Moins de 100 000 euros, pas un appel. Alors, tu vois, donc en fait, non, c'est pas un marché très concurrentiel parce que c'est trop petit. Les gens ne savent pas quoi faire d'un 10 mètres carrés, d'un 9 mètres carrés. Et si t'as pas l'expertise architecturale et si tu sais pas à qui le louer, en fait, c'est pas un marché qui intéresse les gens. Alors, je dirais pas que c'est un marché qui est... En fait, il est pas sous-coté dans l'absolu. Il est sous-coté en relatif. Parce que faut savoir que le mètre carré, dans le micro-logement, ton 10e mètre carré, il a beaucoup plus de valeur pour le propriétaire ou le locataire que le 201e mètre carré.
Le 10e mètre carré, il change ta vie. Le 201e mètre carré, tu ne le vois pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une linéarité parfaite du prix au mètre carré. On a le prix meilleurs agents qui est un prix de grossiste, quoi. Mais c'est pas du tout les mêmes règles sur le 10 mètres carrés, sur ce marché du 10 mètres carrés, que sur le marché des T5. Et normalement, dans une ville correctement pricée, ce qui est le cas de toutes les villes de France sauf Paris, ton mètre carré micro-logement vaut entre 50 et 100% plus cher que ton mètre carré meilleurs agents. Si tu vas à Nice et que tu filtres sur Se Loger tous les apparts de moins de 15 mètres carrés, tu verras qu'ils seront en moyenne à 9000 du mètre sur une ville qui en vaut la moitié. D'accord ? Et à Paris, là où il y a une anomalie de marché, c'est que ton mètre carré micro-logement, il est que 20% plus cher que ton mètre carré logement normal. Et c'est ça l'anomalie en tant que telle. Et du coup, elle serait pas en ta faveur, toi, investisseur, parce que du coup, ça valorise pas autant la petite T, en fait, la petite taille de ton logement, quoi. Bah, en fait, tu as l'impression de l'acheter un peu cher au mètre carré. Bon, il s'avère qu'à force, et surtout dans le contexte actuel, j'arrive carrément à tomber sous le prix meilleurs agents, mais ça, c'est carrément une anomalie historique, et je pense que ça va durer un trimestre. Mais dans un cadre de marché normal, ton mètre carré parisien sur le micro-logement, il vaut que 20% plus cher, et pas 100%. Donc, c'est déjà pas mal. Et ta rentabilité, pareil, elle est pas linéaire. Elle n'est pas du tout linéaire. Plus tu vas sur de la micro-surface, plus ta rentabilité monte en flèche. Parce qu'en fait, tu donnes accès à une unité d'habitation élémentaire, comme un atome. Tu sais, c'est la plus petite particule de la matière. C'est pour ça que mon projet s'appelle Atome, parce qu'on traite des atomes immobiliers. Et cet accès à une unité d'habitation autonome, qui en l'occurrence, dans mon cas, est hyper luxueuse, suréquipée, comme une chambre d'hôtel 4 ou 5 étoiles, et ben, elle a un prix incompressible. Donc ton prix d'achat, il oscille autour de 100 000 euros, grosso modo. Mais mon prix de location, c'est décorrélé de la surface. En fait, l'expérience, le niveau de prestat et de rénovation, il décorrèle le loyer, l'expérience locative de la surface, sur ce genre de surface. Ouais. Parce que tu te compares plus par rapport à un prix de foncier au mètre carré, tu te compares par rapport à soit l'expérience, soit... Je te donne l'opportunité de te loger correctement dans Paris. Et ça, c'est un prix qui est incompressible et qui est non linéaire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je c'est comprends, difficile à exprimer, mais et c'est pour ça que tu fais des rentas qui sont... Ouais, moi, sur ma petite niche, je suis à 7% net. Franck Béon, d'ailleurs, que tu as reçu, c'est drôle cette connexion, je viens de le voir en invité. C'est mon maître à penser sur ce sujet, c'est lui qui m'a mis sur la piste. Il a écrit la Bible du micro-logement. Et c'est un génie du micro-logement et lui c'est un pur trader quantitatif. Il était à New York dans un des plus grands hedge funds qui existent et c'est un mathématicien de génie et c'est marrant qu'on soit arrivé à la même conclusion sur cette anomalie de marché et lui il en a fait des dizaines et il est exceptionnel en micro-logement et du coup il te l'expliquera en termes quantitatifs beaucoup mieux que moi. Ouais, non mais c'est intéressant. Le sourcing, néanmoins, sur vraiment comment le trouver, c'est tu vas le chercher auprès des copros qui ont des logements où il y a parfois... Ah non, parce que tu dis que tu vas pas dans les chambres de bonne, toi, hein, c'est ça alors. Alors, je me ferme pas tout à fait à ça, et j'ai commencé par là, parce que Franck Béon, mon maître à penser, il est très chambre de bonne. Moi, ça me faisait un peu... C'était trop décrié, vraiment, tu prononces le mot chambre de bonne, le simple fait de le prononcer devant un micro... T'as des gens qui vont te dire marchand de sommeil, espèce de... Enfin, vraiment, t'as l'impression d'être un criminel de guerre. Le simple fait de le prononcer, je veux dire. Voilà. Parce qu'en fait, une chambre de bonne, c'est forcément un logement insalubre où tu mets des migrants dans des lits superposés en confisquant leur passeport. Non. Et c'est pour ça que ce marché, il a une si mauvaise presse, alors que t'as 1,5 million de mètres carrés à l'abandon, d'après l'INSEE, dans les chambres de bonne. C'est-à-dire que la plupart sont même pas occupées. Alors que ça fait la taille d'une chambre d'hôtel, on pourrait en faire des choses merveilleuses, mais comme il y a cette vision négative de l'univers de la chambre de bonne, personne n'ose y toucher, en parler. Après, ce qui se fait, c'est le rassembler de chambres de bonne, ce qui donne un espace un peu plus correct. Ouais, mais t'as toujours pas de toilette, t'es toujours au 7e sans ascenseur, ton voisin de droite, c'est un dealer, ta voisine de gauche, c'est une prostituée. Enfin, ça reste un environnement hyper dark et insalubre. Donc moi, j'ai commencé par des apparts plus classiques au 1er, 2e étage, parce que l'architecture haussmannienne, elle produit... pour des raisons assez étranges, des apparts de 9 ou 10 mètres carrés au 10e. Parfois, ça peut être une loge de gardienne, mais je parle vraiment de trucs au 3e étage. Au sein même de logements où il y a des T3, T4. Ouais. Et ça, pour le coup, personne n'est au courant. Il faut vraiment être sur le terrain pour découvrir. En plus, c'est super profond. Moi, j'en trouve 3-4 par semaine dans le cadre de mon projet. Parfois, il y a des balcons. J'ai un 9 mètres carrés, là, boulevard de la Villette, avec un balcon magnifique. J'ai une vue sublime.
J'ai un ascenseur et c'est pas une chambre de bonne, c'est un studio, quoi, mais ça fait 9 mètres carrés. Personne ne sait rénover 9 mètres carrés, sauf les architectes des nautiques ou les mecs des wagons-lits ou des tiny house ou des camping-cars de luxe. Mais il faut une vraie expertise technique, c'est au millimètre. Qui sont les vendeurs là auprès de qui tu arrives à choper des biens comme ça? Et d'ailleurs, je t'ai pas répondu sur le sourcing. Alors, le sourcing, c'est Le Bon Coin, Se Loger. Il n'y a pas de secret. C'est simplement qu'il il faut savoir faire la différence entre une chambre de bonne et un studio normal. Il faut avoir quelques notions de plomberie parce que les toilettes, c'est un des critères essentiels qui va déterminer le prix. Faisabilité du truc aussi. Ouais, et ce qui est très drôle, c'est que tu vois, parfois on écrit studette, parfois on écrit studio. Alors studette, faut savoir qu'il n'y a pas de toilette, par exemple. Sinon, ça s'appelle studio. Donc quand dans les annonces on lit studette, déjà vous savez que ça sera soit un sanibroyeur, soit pas de toilette. Toilette palier. Et c'est marrant parce que s'il n'y a pas de toilette, tu prends le même logement de 10 mètres carrés, même rue, même étage, pas de toilette, tu vas l'avoir à 85 000 euros. Toilette sanibroyeur, tu vas l'avoir à 105 000 euros. Vrai WC, tu vas l'avoir à 125 000 euros. Et tu as des variations de prix de 20 en 20, quoi, pour juste sur la notion de toilette. Ça qui est drôle. Et si jamais tu as un tuyau d'évacuation qui traîne pas trop loin, tu peux faire un jump de 10% ou 20% de plus-value juste parce que tu as réussi à te raccorder. Bon, ça, c'est des trucs marrants. Et donc, sur le sourcing, j'ai commencé par Le Bon Coin, Se Loger. Et pour le commun des mortels, ça suffit largement. Il y a des super trucs. Moi, j'ai 4 annonces en ligne, si vous voulez, allez les trouver. Déjà rénové, hein. Déjà rénové, t'es... Ouais. Non, pas déjà rénové, dans un état correct, mais genre c'est pas du grand luxe. C'était des annonces aussi pour tester mon marché. Ensuite, tu as tout le off-market que tu développes à force de passer du temps sur le terrain. J'ai pas un secret, c'est simplement qu'à force de fréquenter des agents, de parler à des gardiennes, de parler à des vendeurs, les gens, moi, ils me retiennent comme étant le monsieur micro-logement, et à force, on finit par m'envoyer des trucs avant de les poster sur Se Loger, donc c'est comme ça que j'ai développé mon réseau off-market. Mais tu peux le développer aussi, c'est simplement du temps passé sur le terrain. Donc ça, c'est pour la partie sourcing. Et les vendeurs, c'est des gens normaux, il y a pas de... On me pose souvent la question, mais il n'y a pas de groupe de vendeurs homogènes identifiés, c'est pas des instits, c'est des particuliers qui se sont retrouvés avec ce truc dans le cadre d'un héritage où c'était vendu avec l'appart. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, c'est souvent des annexes d'appart de pour les chambres de bonne du 16e, oui, mais pour d'autres types de micro-logements, pas toujours. Parfois oui, parfois ça se retrouve dans le patrimoine sans qu'on sache trop pourquoi. J'ai pas mal de successions et ils ont ce 10 mètres carrés dont ils savent pas quoi faire, où il y a un notaire qui m'appelle, qui me dit j'ai un 13 mètres carrés rue Saint-Honoré, c'est trop petit, je sais pas quoi en faire, il paraît que vous êtes bon en micro-logement, est-ce que vous pouvez me l'acheter? Oui, combien? 105 000 euros, bon, allez, on y va. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Et donc je me retrouve avec un super 13 mètres carrés rue Saint-Honoré, et qui pour le coup est l'équivalent d'une chambre d'hôtel de luxe, quoi, parce qu'une chambre d'hôtel rue Saint-Honoré, c'est 13 mètres carrés, et moi je vais faire littéralement au millimètre la même presta que l'hôtel 4 étoiles qui est dans la même rue. Ouais, c'est vrai que là, tu peux avoir un comparatif direct du point de vue de la demande de l'acquéreur. Tu peux dire, ah ouais, juste en face, c'est à l'hôtel. Bon, après, je sens que la question va arriver, mais c'est vrai que je peux pas le louer sous un format hôtelier parce que j'ai ni d'autorisation Airbnb, j'ai pas de commercialité. J'ai pas envie de me soumettre aux contraintes de la courte durée, qui en plus est de plus en plus dure. Donc ça se loue, si jamais tu voulais me poser la question, sous des formats, sous des contrats de location flexibles. Parce que toi, le grand public connaît soit le Airbnb, soit le contrat normal longue durée. Bon, et il s'avère qu'entre ces deux types de location, tu as une palette de contrats de location dont on ignore certains. T'en as un qui commence à être connu, c'est le bail mobilité. T'as le bail civil, dont on fait pas très bien la différence avec le bail mobilité. Tu as le bail civil fractionné. Ça, je peux pas. C'est vraiment un secret de fabrication, donc je vais pas non plus donner la technique à tout le monde, mais je vous laisserai creuser. Tu as le bail société qui marche très bien. Moi, je loue beaucoup à des startups parce que quand j'étais chez Mastéos, j'avais 400 salariés qui étaient un peu dispatchés en France, Espagne, Belgique, et je devais les ramener à Paris pour des séminaires ou pour plein de sujets différents. Et je les mettais à l'hôtel, ça me coûtait une blinde. Et j'ai loué un micro-logement près du bureau dans le Marais. Je payais 1 500 euros pour 11 mètres carrés. Et ça paraît cher, mais c'était toujours 3-4 fois moins cher que l'hôtel pour moi, donc j'étais hyper gagnant. C'était à côté du bureau, les salariés, ça leur allait, ils tournaient dedans, c'était propre, ils avaient leur autonomie, et donc tout le monde y gagnait. Le bailleur, il faisait une super renta, moi j'économisais sur la facture d'hôtel, et j'avais en permanence à disposition un truc dont j'avais les clés,
sans avoir à staffer ma RH sur booking.fr, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça, par rapport justement à la contrainte du plafonnement des loyers, toi, avec ce bail société, t'avais vraiment pas de limite. Le plafonnement des loyers, d'ailleurs, il est remis en cause en ce moment, mais il s'applique aux résidences principales. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est plafonnement des loyers, c'est pour protéger, et c'est probablement très bien, le locataire qui est en résidence principale. Si t'es pas en résidence principale, tu n'es pas soumis à l'encadrement des loyers. Donc résidence secondaire, c'est pour ça que le Airbnb n'est pas soumis à du plafonnement, c'est pas de la résidence principale. Et en gros, on considère, il y a une suspicion de résidence principale à partir de 8 mois dans la jurisprudence. C'est pour ça que tous les baux de moins de 8 mois, c'est pas automatique, mais il y a une suspicion d'être non pas en résidence principale, mais en résidence secondaire. Donc quand tu accueilles un stagiaire qui est là 2-3 mois, quand tu accueilles un consultant Accenture en mission temporaire sur Paris, quand tu accueilles quelqu'un qui déménage, quand tu accueilles quelqu'un qui a un dégât des eaux, ou qui est en plein divorce, ou qui cherche une location sur le bon coin mais qui galère un peu, c'est des séjours d'1 ou 2 mois en moyenne durée qui sont temporaires, et on part du principe que c'est pas leur résidence principale, donc ils sont pas éligibles au plafonnement, et moi non plus. Ouais, d'accord. Donc là, on va dire le revers de ça, c'est juste qu'il y a un petit peu de rotation. Forcément, tous les ans, il faut changer de locataire, mais tous les ans, même tous les trimestres. Après, ouais, c'est pas la. Enfin, pour la renta que ça génère, c'est ok. C'est pas du turnover daily. Donc voilà, j'ai une femme de ménage à faire bouger tous les 3 mois, et c'est pas d'une complexité opérationnelle écrasante vu le niveau de renta qu'on va chercher dessus. Et ça, c'est beau, ils ont été testés, enfin, la robustesse de ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que je pense que là, en termes de réglementation, on va vers un alignement LCD moyenne, longue durée, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans qu'on se dise, maintenant, le plafonnement, justement, ça va être aussi applicable pour ce type de mots? Écoute, tout est possible, surtout dans le contexte actuel. Tu sais pas quelle sauce tu vas te faire manger. Ouais. Et en plus, ce risque réglementaire, cet épouvantail réglementaire sur la courte ou la moyenne durée, peut-être un jour, sur les petites surfaces, c'est aussi ce qui me permet d'être tout seul sur ce marché. C'est parce qu'il y a un stress réglementaire que personne n'y va et que je suis tout seul. Donc moi, je suis prêt à prendre le risque à bras-le-corps. Je suis juriste immobilier de formation, je sais manier le droit des baux, je sais faire de l'ingénierie, m'adapter en temps réel aux lois, et trouver le contrat qui permet d'optimiser. Et en l'occurrence, en ce moment, j'ai 3 types de baux. J'ai le bail civil, le bail mobilité, le bail société. Peut-être qu'un jour, l'un des 3 baux ou 2 des 3 baux marchera pas. Tu peux aussi faire de la prestat de service, tu peux faire du complément de loyer quand il est justifié. Il y a plein de méthodes, en fait, pour t'affranchir des contraintes de la courte durée ou des plafonnements. Je pense surtout qu'en bail société, je vois pas comment, si ma boîte loue un logement à L'Oréal, j'ai pas l'impression qu'il y aura une interférence de l'État pour protéger L'Oréal de ce que ma boîte lui facture, honnêtement. Donc je pense qu'en bail société, c'est assez bulletproof. Et pour mettre toutes les chances de son côté, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il faut du coup acheter en société ce type de bien, prioritairement? Ça te protège pas du risque que tu mentionnais. Le risque, il y a un changement, mais ça peut aussi être un changement sur la surface minimale. Tu sais, il y a tout un historique des normes de surface qui est très très aléatoire et bizarre. Par exemple, je t'en donne un. En France, une surface minimale de 9 mètres carrés doit être respectée, ou alors de 20 mètres cubes. Donc si t'as un 8 mètres carrés mais qui fait plus de 20 mètres cubes, t'es OK en France. Sauf que le règlement sanitaire de Paris est plus sévère que la règle nationale et t'impose non pas que ça soit l'un ou l'autre, donc 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, mais que ça soit l'un et l'autre. Donc si ça fait 19 mètres cubes et que ça fait 10 mètres carrés, ça marche pas. Tu vois, il faut que ça soit les deux. Et peut-être qu'un jour ça changera et que ça passera à 9,5. Et ça serait dommage parce qu'en fait, pour chaque changement de mètre carré, tu perds des dizaines de milliers de logements en pleine pénurie. C'est pas forcément le meilleur move pour l'État, mais on le sait capable de tout. Oui, ça c'est clair. D'accord, ça c'est les normes de décence, c'est la contrainte par rapport aux normes de décence. Mais c'est 2,20 m sous plafond. C'est déjà en ligne avec la longue durée là-dessus, hein, on est d'accord. Ça, c'est les normes de logement qui sont en course, moyenne, longue. Ouais. Après, il n'y a pas une menace particulière là-dessus. Hein. Sur l'encadrement des loyers, c'est pas lié au type de baux ou au type de surface. C'est lié à est-ce que tu es en résidence principale ou en résidence secondaire. Donc la question, c'est est-ce qu'un jour, ça sera pour les deux? Ce qui est marrant sur le plafonnement des loyers, c'est que ça crée les effets exactement inverses de ce qui est voulu. Parce que en fait, c'est prouvé statistiquement, plus tu plafonnes les loyers, plus ils augmentent.
C'est incroyable, les gens le savent pas et je vous donne plein d'exemples. Par exemple, en Argentine, la Milei, qui est un libéral, un ultra-libéral de droite, première mesure qu'il prend, c'est supprimer le plafonnement des loyers à Buenos Aires. Qu'est-ce qui se passe ? Les loyers se crachent. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu enlèves l'encadrement, les gens y reviennent. Donc tous les investisseurs y reviennent, tu te mets à avoir un afflux d'offres de location. Du coup, les locataires, ils ont l'embarras du choix. Et c'est eux qui récupèrent le pouvoir. Et donc l'offre et la demande, les loyers baissent, évidemment. Et quand tu plafonnes les loyers à Paris, qu'est-ce qui se passe ? Bah les investisseurs, ils se retirent. Mastéos fait faillite, il n'y a plus d'offres de location. Et donc les quelques-uns qui restent, ils sont en monopole absolu. Ils font ce qu'ils veulent sur les loyers. Ils s'en foutent d'ailleurs de l'encadrement. C'est les derniers courageux qui sont restés. Ils sont price makers. Et donc tes loyers, ils font qu'augmenter. Et c'est pour ça que des business comme le mien marchent. C'est parce qu'il y a énormément de réglementation, de plafonnement et de risques réglementaires que moi, mon produit plaît. Parce que c'est le seul disponible. Donc tu fais l'équivalent que ce que tu faisais chez Mastéos, mais sur ce segment particulier. Si je comprends bien, c'est du clé en main, mais le client prend les travaux pour voilà, j'imagine faire le côté fiscal aussi, déduire un peu fiscalement aussi ses travaux, j'imagine. C'est ça le but du jeu ? Bah, j'ai commencé comme ça il y a 1 an, 6 mois, le faire en B2C, donc faire du Mastéos, du micro-logement. Je me suis rendu compte que le produit est tellement complexe et tellement difficile à appréhender. C'est-à-dire que quand on en parle au show tous les deux, de manière théorique, c'est ok, tu te verrais bien m'acheter un petit studio, c'est rentable, c'est cool. Sauf que quand tu vas sur place et que tu vois que c'est tout petit et que tu dis, mais franchement, déjà c'est trop petit, peut-être qu'il arrivera à le rénover, mais à qui il va louer ? Qui va payer 1200 balles pour un 10 mètres carrés ? Enfin, je veux dire, ok, en théorie, il était convaincant, mais en vrai, j'y crois pas. En plus, vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'ils vont changer un mini paramètre qui va foutre en l'air mon BP. En vrai, tu n'arriveras pas à te projeter. Et mon truc, il ne marche pas en B2C. Je te vends un T2 à Clichy, ça marche, mais te vendre un micro-logement dans Paris avec toute la technicité et l'environnement qui va avec. Même accompagné, quoi. J'ai essayé, hein. Et pourtant je suis bon, hein. J'étais leader du marché, j'en ai vendu 1500, les micro-logements, j'en ai pas vendu un seul. Enfin, je vais en vendre 3-4. Et en fait, c'est pour ça que là, je bascule plutôt sous forme de fonds d'investissement. Je crée un fonds d'investissement agréé AMF qui va collecter et déployer sur cette thématique-là, sans l'émotion d'un particulier, pour générer de la pure perf. Et c'est pas un play uniquement financier, c'est pas une fondation, hein, mais il y a quand même un petit aspect RSE que j'aime bien, c'est qu'on va remettre du foncier sur le marché. On va prendre ces millions de mètres carrés à l'abandon, ces micro-logements qui sont inexploités, dont personne ne sait que faire, et on va les réhabiliter, les remettre sur le marché, désengorger, pour que les gens qui ont vraiment besoin de se loger en résidence principale puissent aller sur des surfaces qui se libèrent, parce que nous, on récupère du mètre carré, on le rénove énergétiquement, toutes nos notes de DPE, elles passent au minimum à E ou D, alors qu'on part de G systématiquement. Et donc, je pense qu'il y a un impact sociétal qui est pas nul, parce qu'on réhabilite du logement en pleine crise, en pleine pénurie, et on fait de la réno énergétique. Et en plus, financièrement, c'est intéressant. Et vous faites la gestion, du coup, ça, l'idée, c'est de faire aussi... Voilà, mais pour le compte d'un fonds d'investissement. Ouais, ok. Donc, c'est-à-dire que si tu as des auditeurs qui, malgré tout, veulent passer par moi, je serais ravi de les accompagner sur du micro-logement. Mais là, je bascule plutôt sous un format institutionnel B2B où je lève des fonds et je loue à des corpos. Ok. Sur la partie de la demande en elle-même, tu dis que tu l'as testé. C'est quoi la cible des locataires ? Justement, il y en a beaucoup des gens qui payent ces prix-là, des entreprises. Tu vas ferrer directement l'entreprise, quoi. C'est ça. En fait, j'ai 3 canaux de distribution. Soit je travaille directement avec des entreprises en bail société, et c'est des problématiques que tu saisis pas forcément tant que t'as pas eu des sujets logement pour tes salariés. Moi, j'avais énormément de sujets logement chez Mastéos pour mes 400 salariés, et ils sont aussi divers que variés, et parce que tu vois, j'ai mon directeur travaux, il s'est fait mettre dehors par sa femme, et du coup il fallait lui trouver un logement en urgence. Tu vas recruter quelqu'un qui vient de Londres, de Brest, d'Aix-en-Provence, et il arrive à Paris, il a pas de logement. Tu sais, à Paris, pour trouver un logement sur le Bon Coin, tu peux te lever tôt, hein. T'en as pour 6 mois, t'as 70 candidatures par annonce, elles sont toutes désactivées au moment où t'appelles, c'est des dossiers de 50 pages, c'est très dur. Donc le sujet logement, il est de plus en plus porté par les boîtes, pour des séjours temporaires, tu vois, c'est pas pour qu'ils se logent sur 5 ans, c'est pas du corporate housing, c'est porter les besoins temporaires de logement des salariés qui en ont besoin, et ça, toutes les boîtes ont des sujets, mais c'est des besoins sur un segment de prix à 1000-1500, quoi.
comme alternative à la chambre d'hôtel. C'est pas des besoins sur du 120 mètres carrés pour loger le directeur marketing de L'Oréal. Moi, je m'adresse au gros des troupes. Et c'est a place to crash, quoi. C'est un truc 1 mois, 2 mois, le temps de... Je viens d'arriver à Paris, mon salarié a besoin de se loger, sinon je le perds. Bon, bah, tac, j'ai un petit logement de 12 mètres carrés, c'est quasiment une chambre d'hôtel à côté du bureau. Et chaque boîte a besoin d'un petit stock de logement. J'ai les danseuses de l'Opéra de Paris qui viennent du Japon, les cuisiniers Big Mama, les ouvriers de telle boîte de travaux. Ils ont besoin de se loger temporairement 1 mois, 2 mois, le temps d'un chantier, le temps d'un spectacle à l'opéra, le temps d'une rotation sur les cuisines de Big Mama. Tu vois, c'est ça les besoins. Et je m'éloigne de ta question initiale. Non, mais Ah oui, qui sont ces gens? Et c'est vrai, et quand j'ai mis ma première... j'ai 3 canaux d'acquisition, les bails sociétés pour Beaux Sociétés pour les boîtes en direct, bail mobilité, bail civil pour le salarié qui a un besoin temporaire d'1 ou 2 mois, et le bail civil fractionné pour les télétravailleurs. C'est des gens qui viennent 2-3 jours par semaine, mais sur le long terme. Donc c'est des engagements long terme, mais avec une utilisation court terme. C'est un mix, c'est un contrat hybride. Et au début, j'avais du mal à voir qui étaient ces gens, et mes premiers locataires, ils m'ont dit tu vois, j'ai mis un 11 mètres carrés à Batignolles en ligne sur les plateformes de moyenne durée, et je me suis dit, mais qui va payer 1 300 € pour 11 mètres carrés? Et en fait, les gens, ils me remerciaient. Là, j'en ai eu un ce matin qui vient de partir. Tu leur sauves la vie, quoi. Ils m'ont dit, mais j'étais en galère. C'était même pas un problème de thunes. J'avais besoin de me loger. Je pouvais pas aller sur le canapé lit de mes parents. J'allais pas aller à l'hôtel, ça coûte une blinde. Et là, tu m'as proposé un truc pour 1000 et quelques, tout équipé, charge inclus, disponible sans monter un dossier de location. Je sors ma carte de crédit, je viens, je reste 1 mois. C'était absolument parfait. J'étais à côté du bureau, ça m'a sauvé. Mais qu'est-ce que les Airbnb ou les hôtels ratent pour ce genre de personnes? Va payer 300 balles par nuit à l'hôtel, on va voir. Parce que t'as un dégât des eaux, ou parce que ta femme t'a mis dehors, ou parce que t'es en stage, ou parce que tu cherches une location et que ça te prend 3 mois. Vas-y, payer 300 € ton 10 mètres carrés au Hoxton. C'est parce que ton besoin, il est trop, en termes de durée, il est plus long que juste 1 ou 2 nuits. En fait aujourd'hui, tu chopes tous ces gens-là, quoi. Ton marché, il est polarisé. Il y a du Airbnb et de l'hôtel hors de prix à 300 balles la nuit, t'es 10 mètres carrés, quoi. Une chambre d'hôtel à Paris, c'est 10, 12, 13, 14 mètres carrés. Et ça coûte entre 200 et 300 € la nuit. Ok? Donc, c'est ton option 1. Ton option 2, c'est tu vas sur Le Bon Coin et t'essayes de prendre une location classique. C'est dommage, tu restes que 3 mois, c'est pas du tout adapté. Et en plus, tu vas y passer plus de temps que tu ne restes sur place, d'accord? Parce que vraiment trouver une location, je t'invite à faire l'expérience à Paris, c'est littéralement impossible, il n'y en a plus. Et donc tu fais quoi? T'as l'hôtel hors de prix et t'as la location longue durée. Il n'y a rien entre les deux. Il y a là le sweet spot. Bah ouais. Ok. Ton Airbnb aussi, hein, c'est pareil, c'est 150 balles la nuit, 200 balles la nuit. Parce que lui, il va se caler par rapport à juste en dessous de l'hôtel, quoi, ou au même, mais avec des prestations. Ah ouais, mais c'est à la nuit, et en plus, toi, il a des OPEX de dingue, il a de la conciergerie, du ménage, des frais de plateforme et tout, et donc il peut pas te pricer en dessous de 150 €. Moi, j'appelle Blablacar et j'ai des contrats en direct et je leur sauve la vie, je sauve la vie de leurs salariés, et je suis 1000 fois moins cher, non pas 1000 fois moins cher, je suis 5 fois moins cher que l'hôtel ou que le Airbnb, et j'ai un contrat flexible de location qui est hyper adapté à ce genre de besoin. Pour les aventuriers qui veulent justement faire peut-être soi-même en nous écoutant, qui commencent à s'intéresser à ça, en termes de faisabilité urbain et travaux, comment tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a un critère? Alors tu parlais par rapport à la taille, etc. Mais est-ce qu'il y a un critère qui pour toi qui fait que c'est un no-go, c'est rédhibitoire, on n'y va pas quand tu cherches des C'est une bonne question. Bon, après, Urba, je sais pas trop ce que tu entends par là. Non, là, c'était par rapport aux normes de décence. Il faut que ça fasse, gros, il faut que ça fasse, mais vraiment, il faut lire le livre de Franck Béon, qui est vraiment le dieu vivant du micro-logement parisien, et qui m'a formé, hein, je lui dois tout. Il faut que ça fasse 9 mètres carrés, 20 mètres cubes, 2 mètres 20 sous plafond, déjà. Moi, je vous conseille d'aller plutôt sur des micro-logements avec des vrais WC, pas des semi-broyeurs, parce que c'est plus ou moins interdit et très relou. Quand c'est interdit, c'est qu'il faut faire le demande à la copro. Ouais, et à la mairie. Tu vois, c'est interdit par la mairie et par la copro. Souvent, ils sont installés sauvagement, étaient rattachés aux eaux pluviales, sans autorisation. Enfin, et en plus, ça marche pas. Même le meilleur des semi-broyeurs, le meilleur du marché, il est naze. Ça bloque la demande. Et puis, c'est vrai que tes locataires, ils te mettent des mauvaises notes parce qu'une fois sur deux, ça se bouge et c'est un enfer. Voilà. Donc, je commencerai par pas de WC palier. Enfin, why not, hein, mais je veux dire, vraiment, c'est pas du tout l'objet. En tout cas, vous le louerez pas à Blablacar si vous avez du WC palier. Donc, des vrais WC, un ascenseur ou un étage accessible. Et les gens se disent, oui, mais si ça coche toutes ces cases, ça va coûter une blinde. Bah non, en ce moment, le marché, il est tellement en dégringolade que ça se vend moins de 100 000 €.
Il suffit d'aller sur Se Loger. Regardez si le règlement de copro autorise que ça soit quelqu'un qui est pas déjà copropriétaire de l'immeuble qui peut l'acheter. Ça, c'est plutôt un sujet chambre de bonne, mais souvent les chambres de bonne, elles sont pas vendables à quelqu'un qui est extérieur à l'immeuble, sauf exception. Ça peut bloquer parfois. Mais ça te bloque à toi à l'achat déjà à la base, donc tu peux pas y aller, quoi. Tout à fait. Ouais, Ou alors ta notaire a raté le truc mais s'ils l'ont pas vu, a priori ça se régularise ex post, donc c'est ok. Qu'est-ce que je peux te dire? L'étage accessible, tu disais, c'était quoi? C'est 3 jusqu'au 4e, 5e, ça va. À partir de 6, c'est embêtant, ou en tout cas, faut faire une grosse négo pour compenser, quoi. Le quartier, moi j'adore Paris, je suis un fan de Paris, j'aime tous les quartiers, même la Chapelle, j'adore. Je te jure vraiment, il y a des gens qui me disent je vais pas au-delà de 9. Honnêtement, je trouve que c'est très hautain comme attitude, parce que le 10e c'est incroyable, le 11e j'en parle pas, le 12e, il y avait aucun quartier que j'aime pas, et surtout le 18e qu'on appelle le quartier, l'arrondissement Coupe-Gorge, à part Montmartre, c'est un arrondissement que j'adore, le 19, le 20, j'adore tout Paris, ça marche à peu près partout, c'est mieux de 1 à 17, et 18-20 ça sera juste un peu moins cher, mais ça marche très bien aussi. Parce qu'il y aura plus de demandes, c'est ça? Ouais, il y a plus de demandes, le 9 en ce moment est très à la mode, enfin 1 à 9 évidemment ça cartonne. Je trouve que le 9 particulièrement en ce moment est à la mode. Le 10 pas trop. Le 11 beaucoup. Le 12 neutre. Le 13 c'est pour nos amis asiatiques. Le 14 c'est pour les gens qui font du télétravail depuis la Bretagne et qui veulent être proches de Montparnasse. Le 15 pas dingo. Le 16 moi je déteste, mais j'ai grandi dans le 16, mais les investisseurs adorent. Je trouve ça trop bourgeois et trop ennuyeux. Le 17, je commence à bien aimer la partie Batignolles. Il y a une partie du 17 qui ressemble au 16 et qui est assez ennuyeuse, mais les gens aiment bien. Et 18, 19, 20, ça a pas trop la côte, mais je suis certain que dans 5 ans, ça sera super à la mode. Si tu devais jouer justement la hausse du foncier, ou du moins là-dessus, sur cette stratégie, sur plusieurs années, tirer sur le 18, 19, 20. Ouais, faut être courageux, mais tu vois, le 9e, je me rappelle, quand j'étais en école, on appelait ça le quartier Coupe-Gorge. Tu vois, place Saint-Georges et tout, c'est hyper mal famé. Enfin, je sais pas, ça paraît dingue aujourd'hui de dire ça, mais vraiment, le 9e, il disait que c'était un quartier chaud, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il est intouchable, le 9e. Et je pense vraiment que les Parisiens, ils ont un héritage, ils ont une vision de certains quartiers qui leur pèse trop. Moi, quand j'ai des investisseurs qui viennent de province ou de l'étranger, ils ont un regard neuf. Ils sont capables de voir que tel quartier a clairement du potentiel. Tu vois, t'as des petits coffee shops, t'as des petites boutiques sympas, t'as des barbershops. Tu vois que ça commence à s'hipsteriser, tu le sens que ça va devenir à la mode, quoi. Ouais. Surtout que là, j'imagine, c'est vraiment le truc. La tendance du quartier, c'est vraiment quelque chose de très important pour ce type de logement, parce que là, clairement, c'est ça que tu vas vendre en plus par rapport au logement, tu vois. Oui, quand tu loges une famille ou quoi, bon, il faut qu'il y ait des écoles, ça c'est classique un peu. Là, mais... c'est pas pour les familles, les voilà. 10 mètres carrés. Oui, on est d'accord. Justement, c'est pour ça que le côté coffee shop, machin truc charmant, ça joue, c'est à regarder, quoi. Bon, clairement, je perdrai pas trop de temps à regarder le nombre de coffee shops, parce qu'il y a une telle pénurie de logements à Paris et une telle demande que, grosso modo, ce qui compte, ça va être le niveau de réno. Si tu nous fais une chambre de bonne avec une kitchenette misérable, et enfin ce qui est l'état du marché actuel, tu vas taper de l'étudiant fauché et du toxico. Mais si tu fais l'effort de mettre 2000, 2500, 3000 euros du mètre carré, bon, dans un micro-logement ça va vite, parce que les coûts se diluent moins sur la surface. Tu vois, ta cuisine, ta salle de bain, elles prennent beaucoup plus de place. Sur 9 mètres carrés, t'as plein de coins compressibles, donc le prix au mètre carré de la rénovation est un peu plus élevé. Mais si t'as le courage de monter à 2500 du mètre carré, de faire un truc super propre, tu verrais, moi, des 9 mètres carrés que j'ai fait, honnêtement, ils sont incroyables. C'est de la menuiserie sur mesure. Il y a un home cinéma qui sort du plafond, t'as des enceintes Sonos incrustées, t'as la clim intégrée, pas le truc acheté sur Amazon. La clim, elle est intégrée dans les conduits d'aération. C'est isolé phoniquement, thermiquement. T'as un canapé lit super confortable. T'as tout l'électroménager dont tu peux rêver. T'as des vraies toilettes avec du terrazzo et une salle de bain et une douche hyper, tu sais, les douches pluviales, etc. Et tout ça dans 9 mètres carrés. Et tu t'y sens trop bien. Ouais, tel que tu le décris, ça a l'air vraiment chambre d'hôtel plus. À ce moment-là, il faut acheter quand même plus, parce que si on veut avoir du 9 mètres carrés au final, il va falloir qu'on achète plus, que tout ce qui est ces épaisseurs dont tu parles. Oui, c'est un argument qui revient souvent, tu as raison de le préciser. Il faut savoir que quand tu fais la rénovation énergétique, tu vas jouer sur certains gestes. Tu peux pas faire de pompe à chaleur ni d'isolation de la façade, évidemment, donc il te reste le chauffage, les fenêtres, l'isolation thermique par l'intérieur, ce qu'on appelle une ITI, et VMC.
et radiateur éventuellement, mais ça compte pas beaucoup dans le DPE. Donc on met un ballon d'eau chaude thermodynamique, on fait les VMC, on met des fenêtres double, triple vitrage, et souvent on est obligé de passer par une ITI qui fait perdre un peu de place. Aujourd'hui tu as des matériaux super efficaces qui prennent peu d'épaisseur et qui sont bien récompensés au DPE. Au mieux tu vas perdre 7% de surface, donc tu vas perdre. C'est vrai que si t'es pile à 9 à l'achat, ça m'arrive rarement, c'est mieux d'être à 9,8 et tu finis à 9 après l'ITI, quoi. Ouais, faut quand même voir un petit peu large. Ouais. Et dans la disposition même de ces logements, c'est toujours pareil, où il y a des trucs que tu conseilles ou qui marchent bien. Tu vois, je sais pas, par exemple, j'imagine qu'il faut une fenêtre minimum, sinon c'est pas un logement. Mais ouais, bah c'est clair que c'est un logement sans fenêtre, ça s'appelle une cave. Est-ce que tu vois, non mais j'exagère un peu, mais tu vois, est-ce qu'il y a des dispositions, des trucs qui font que tu peux créer un effet waouh ou des petites astuces justement pour gagner en place ou très bonne optimiser, question. Tu vois. Tu devrais être podcasteur, tu poses de bonnes c'est questions. Alors, j'aime beaucoup les miroirs. Alors, un miroir classique, c'est cheap. Bah, forcément, c'est un peu de la triche, mais quand tu mets un miroir dans un micro-logement, tu doubles visuellement l'impression d'espace. Donc, c'est bête comme un chou, mais il faut le faire. Miroir classique, c'est très cheap, je trouve. En revanche, t'as du miroir vieilli chez Leroy Merlin, qui style Versailles, ça donne un côté old school. Et ça, à chaque fois, ça cartonne. Ils adorent, les gens. Le miroir sur un pan de mur. Bon, après, c'est vrai que comme t'as peu de place, t'aimes bien utiliser les pans de mur pour mettre des étagères ou des. Mais s'il te reste un peu d'espace, mettre du miroir vieilli sous forme de carreau ou alors sous forme de grande plaque, ça augmente visuellement l'impression de surface et ça fait un effet waouh. Moi, je m'amuse dans le faux plafond à mettre des enceintes encastrées. Je mets souvent, alors ça paraît ridicule, mais je l'ai mis 2 fois là sur un 9 mètres carrés, des home cinéma. Donc, je parle de vrais écrans qui sortent du plafond et qui descendent avec un rétroprojecteur. Et alors, tu vas me demander pourquoi ? Parce que j'en ai quand même vendu à des particuliers. Et comme ils étaient comme toi un peu stressés sur les contrats chelous de moyenne durée, ils ont dit je voudrais louer quand même en longue durée, mais avec le plafonnement, comment je fais pour le contourner ? Il y a un truc qui s'appelle le complément de loyer. Et le complément de loyer, tu peux pas le mettre quand tu veux, il faut que tu puisses justifier de prestations exceptionnelles. Bon, quand t'as la clim et que t'as un home cinéma intégré au plafond, tu peux commencer à justifier d'un complément de loyer. C'est pour ça que j'ai des home cinéma dans les 9 mètres carrés avec un écran qui descend du plafond et des enceintes et un rétroprojecteur. Est-ce que ça... Ça coûte pas si cher en vrai. Ouais, non, je trouve ça très malin, très rusé, mais en termes de est-ce qu'on est vraiment safe par rapport à ça, je me pose toujours la question non. En fait, là, tu te prépares par rapport à si jamais il y a une sorte de contrôle, de vérification, tu pourras le motiver par ça. Ouais. Bon, t'as pas vu sur Tour Eiffel, mais t'as cet équipement-là. Oui. Mais ça n'a jamais été testé, t'es d'accord ? C'est pas bulletproof. Je l'avais vu dans une jurisprudence sur un complément de loyer qui avait été remis en cause et il me semble qu'ils avaient dit que c'était ok pour le home cinéma. C'est pour ça que... alors, je t'avoue que j'ai pas rechecké, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des home cinéma. Parce que je crois qu'il y a un arrêt qui traîne, qui a dit c'est ok. Moi, je mets la clim en plus. En vrai, si quelqu'un passe dans mes micro-logements du département salubrité de Paris, faudrait quand même être chaud pour me dire que c'est pas aux normes de décence, quoi. Parce que j'essaye de me rapprocher le plus possible de ce que propose un hôtel 4 ou 5 étoiles. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a aussi l'esprit, ce que tu proposes, et il va avoir, relativement à ce qu'il aura vu à côté. Moi, je sais pas, tu sais, les agents de la mairie, ils sont pas forcément ouverts d'esprit. Parfois, t'as juste des cases à cocher. Il suffit que ta porte, elle soit pas aux normes pour que ton logement soit déclaré indécent ou insalubre. Il y avait des plantages dans tes projets et qu'est-ce qu'il y a ? Tu en as déjà connu un ou pas ? Ouais, alors j'ai sous-estimé la complexité technique d'une rénovation en me disant c'est jamais qu'un petit appartement, donc c'est une petite réno et ce sera des petits problèmes, des petits dépassements et des petits retards. En fait, plus c'est petit, plus c'est complexe, plus ça embête les artisans déjà parce que t'es obligé de faire de la menuiserie sur mesure parce que souvent c'est des plans alambiqués en plus, donc il faut connaître un bon menuisier. Et tout se fait au millimètre, donc tu sais, nous on scanne avec des outils type caméra 3D, Matterport, même parfois avec l'iPhone il y a des apps spéciales et ça suffit grosso modo pour tu transmets à l'architecte et il se débrouille avec ça, sauf que quand t'es sur un 9 mètres carrés tout se joue au millimètre, donc en fait ça suffit plus les technologies. T'as le iMapper, tu l'as ça ou pas J'ai une alternative, j'ai un équivalent, mais tu vois j'utilise ce genre d'outil, sauf que sur le 9 mètres carrés comme tout est au millimètre ça suffit pas, il faut faire passer un géomètre professionnel, il faut que les gens, tu peux pas aller sur un site internet d'Ikea ou Leroy Merlin et commander ton truc et à 2 cm ça passe, c'est vraiment, faut que ce soit pile poil quoi, et c'est ça qui est complexe. T'as une grosse composante plomberie parce qu'il y a des sujets toilettes systématiques.
Essayer de savoir si t'es face à un sanibroyeur, face à un vrai WC ou un truc entre les deux parce que t'as un tuyau qui est ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il se rattache à la bonne évacuation? Est-ce que ça a été autorisé par la copro? Ça, c'est un gros sujet. Qu'est-ce que t'as d'autre? Parce que ça plante complètement le projet. Enfin, comme tu disais, le sanibroyeur, c'est une grosse décote. Ouais. Donc... Et parfois, tu sais que maintenant ils font des sanibroyeurs qui ressemblent à des vrais WC avec les bacs. C'est hyper trompeur. J'en ai vu un, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est carrément mafieux comme move. Tu vois. Sanibroyeur caméléon, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à des vrais WC. Parce que sanibroyeur, t'as pas la partie haute avec le réservoir. Ouais. Parce que tu te branches, normalement t'as une prise électrique, tu te branches, t'as un bouton et puis t'as un broyeur et t'as pas besoin d'un réservoir. Et maintenant il faut un sanibroyeur avec un faux réservoir pour te donner et t'appuies non pas sur un bouton électrique mais sur une chasse d'eau et ça reproduit l'effet d'un. Et donc là tu vas chercher 30 000 € de plus-value en faisant croire aux gens que t'as un sanibroyeur. C'est dingue. Il faut être méfiant. Ouais, ça, ou parfois on te vend des vraies toilettes mais sur un tuyau de sanibroyeur, tu vois, des trucs comme ça. Après c'est ça, c'est pas lié au micro-logement mais il faut bien analyser le dossier de copro, les travaux qui sont pas forcément prévus. Il faut bien lire les PV d'AG, le règlement, voir si l'immeuble est pas en impayé, mais ça c'est commun à tous les 10 limos. Ouais. Si on faisait un peu, juste grosso modo, les chiffres pour te donner un peu une idée d'un projet comme ça, entre achats, travaux, tu disais que 2 à 3 000 du mètre là-dessus, mais sur un projet classique pour voir à peu près où est-ce que tu arrives à sortir ces 36%. Ouais. Alors... Bon, en ce moment, le marché est très décoté. Je sais pas ce qui se passe, surtout sur la niche du micro-logement. Vraiment, en ce moment, je suis tout seul. Je me sens vraiment seul aux visites. Le vendeur, il a vu personne depuis une semaine. Je négocie ce que je veux. Je sais pas ce que font les gens, mais bon, je suis ravi. Donc, disons que les prix qui s'appliquent en ce moment sont pas des prix long terme, hein, mais ça s'achète 100 000 €, quoi. Enfin, moi, j'arrive à faire un peu mieux parce que je passe beaucoup de temps, mais en gros, le tout venant va pouvoir acheter son studio de 100 000 € à peu près. Et là, il y a des outils de négo, excuse-moi de t'entendre, ouais. des outils de négo sur ce type de bien que tu utilises en particulier, c'est ce que tu peux dire Bah, tu peux jouer sur justement ce stress réglementaire de dire oulala, post-ITI, on va tomber sous les 9 mètres carrés, il sera pas exploitable, vous êtes en DPEG. Enfin, tu vois, tu peux jouer sur la peur pour essayer de gratter un peu, tirer vers le bas. Mais en ce moment, il y a tellement peu d'acheteurs que tu peux juste dire je suis le seul acheteur, donc voilà mon prix. En temps normal, ça te coûterait plutôt 120-130, une unité d'habitation de 9-10 mètres carrés avec des vrais WC, un ascenseur. Aujourd'hui, tu arrives à l'avoir à 100, mais je pense que ça sera juste le temps d'un trimestre. Ensuite, en travaux, tu en as pour 25 000 €, quoi qu'il arrive, quelle que soit la surface. En fait, que ça fasse 9 ou 15, ça sera 25 000. Parce que tu as des coûts incompressibles de mise en place d'un chantier, de cuisine, de salle de bain, etc., d'équipement, de meubles. Donc, il y a quasiment pas de variation de prix sur la surface. Donc là, t'es à 125. Allez, 130 en arrondissant un peu. Avec les frais de notaire aussi, hein, 133. Ouais, c'est ça. Les frais de notaire, j'ai rajouté. Du coup, tu passes à 140. Ouais. C'est à peu près ça. Et si tu passes par mois, je vais te facturer un peu moins de 10 000 € parce que c'est quand même du boulot, donc ça fera 150. Et si tu le fais tout seul, ça sera 140, quoi. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'en sortie ça fait cher parce que finalement tu te retrouves à 14-15 000 du mètre en sortie. Mais en vrai, un studio rénové à 14-15 du mètre, t'en trouves pas parce que c'est le prix. Hein. Après, pour le louer, en première intention, si t'as pas de contrat corpo dans ton entourage, en première instance, tu vas sur des plateformes de moyenne durée. T'as mes copains de Wunderflat qui sont excellents. T'as Housing Anywhere, t'en as plein. Même Airbnb, ils ont un module dédié à la moyenne durée. Mais le problème, c'est que si je te dis Airbnb, tu penses courte durée. Et il faut vous faire violence. Airbnb fait de la moyenne durée. Tu peux même louer des contrats d'1 an sur Airbnb. C'est pas le même bouton. Voilà. Juste sur Airbnb, ça marche très bien. En bail civil, location au mois, pas pour de la résidence principale. Ça marche super bien, vous le mettez au prix que vous voulez, entre 1000 et 1500, entre 1000 et 1500 €, il y a de la demande. Il y a des frais sur ces plateformes Ouais, il y a quelques frais quand même. C'est vrai que c'est pas tout à fait neutre, il faut payer 15% à Airbnb. Donc si le locataire en gros paye 1500, t'as 15% de frais Airbnb. Après, je t'invite vraiment à faire la gestion toi-même, parce que c'est pas compliqué, c'est une femme de ménage tous les 3 mois. Si vous passez par, et moi je procure ce service, par des gestionnaires moyenne durée, ils vont vous prendre 15%. Donc c'est 15% de plus, c'est dommage, quoi. Parce que ça prend 1 heure tous les 3 mois, ça va. C'est Airbnb qui paye, il n'y a pas de compte séquestre, c'est très facile en fait à gérer, si vous êtes sur Paris. Et après, c'est vrai que les charges élec, chauffage, eau sont à la charge du proprio, parce que c'est pas de la résidence principale.
t'as une taxe foncière et des charges de copro qui sont particulièrement basses dans notre cas, puisqu'elles sont corrélées à la surface. Les charges de copro, elles sont corrélées au tantième. Quand t'es sur 10 mètres carrés, t'en as quasiment pas. Et la taxe foncière aussi, elle est corrélée à la surface de ton appartement qui est tout petit. Donc, en général, charge de copro, taxe foncière, c'est très très bas, assez indolore. T'as taxe d'habitation parce que t'es pas en résidence principale, mais elle est très très faible. Voilà, et puis t'as un peu d'entretien parce que t'as 3-4 locataires par an. Mais c'est pas méchant. Et donc, en gros, tu vas faire du 10 brut et tu vas enlever entre un tiers et 40% de charges. Donc, entre les frais de gestion, les frais de plateforme, les charges courantes, charges de copro, taxes foncières, etc., tu passes de 10 à 6 à peu près. Ok, sur un loyer 1005, avec j'imagine, enfin, c'est pas 12 mois à l'année, t'as peut-être 10 mois. Non, pour le coup, t'es loué tout le temps. Ouais, okay. Ouais, j'aimerais te dire qu'on va stress tester avec un mois de vacances, mais en vérité, c'est loué tout le temps. Il n'y a pas de vacances sur ce marché. Et l'assurance, pas de problématique avec l'assurance particulière? Non, c'est pas de la courte durée, ça s'assure à 150 € par an. Ouais, ok, tranquille. Et bon, après, c'est du beau, donc j'imagine qu'il y a quand même de l'entretien, il y a un petit fonds à réparation, maintenance. Ouais, tu peux prévoir 1% du prix du bien ou 2% par an. Ça marche. Okay. Mais je trouve que les locataires sont assez respectueux parce que, en tout cas, si tu le mets sur Airbnb, ils se font noter. Là, j'ai récupéré mon appart, mon petit studio dans le 17e à Batignolles de 11 mètres carrés tout à l'heure. Il était nickel, vraiment. Ils en prennent vachement soin. Ok. Bon, bah c'est... Ok, bah c'est assez simple. Enfin, tu vois, il n'y a pas l'impression d'avoir... Enfin, en termes de chiffres, il n'y a pas de sorte de... on va aller tirer par-ci, par-là. Ça semble être quand même... Non, c'est comme on dit en anglais, c'est straightforward. Après, ça reste de l'immobilier. L'immobilier, il n'y a rien de plus chiant. Hein. C'est quand même... Moi, j'ai dû me lever tôt pour aller... gérer mon locataire ce matin et je compte le faire à échelle de 1000 unités dans mon nouveau projet, donc j'aurai du staff pour ça, mais c'est vrai que il y a de l'opérationnel. C'est jamais un long fleuve tranquille l'immobilier, mais rappelons-nous quand même que financièrement c'est la banque qui finance le bien, c'est le locataire qui rembourse le prêt à notre place. Donc c'est quand même une forme d'enrichissement et de création patrimoniale assez passive, mais qui demande une certaine implication opérationnelle. Parfois, t'as un dégât des eaux, parfois, t'as un mec qui s'est enfermé sans la clé, faut appeler un serrurier. Bon, voilà, t'as un peu d'emmerde, mais moi qui viens du trading et qui ai fait plusieurs classes d'actifs, il y en a assez peu qui t'offrent un couple rendement-risque et un return en equity, vu que tu mets très peu d'apport, aussi optimal que l'immobilier. Surtout à Paris, où t'es vraiment dans un play patrimonial, quoi. Et le financeur, la banque, elle voit le projet comme « Ah, c'est un truc à Paris, donc super safe » ou elle voit le truc en genre « Attends, c'est quand même des baux particuliers, je maîtrise pas. » Bon, de toute façon, elle regarde pas le type de bail. Enfin, si, parfois, il faut faire une estimation locative, mais tu fais une estimation locative de marché. Enfin, elle demande pas toujours. Moi, j'ai pas eu de problème de financement côté banque. Je sais qu'il y a Crédit Mutuel qui m'a mis une limite à 10 mètres carrés, donc tout ce qu'il faisait en dessous de 10, il finançait pas. Enfin, c'est une filiale de Crédit Mutuel qui m'a demandé ça, mais à part ça, non, ça se finance très bien. C'est plutôt le côté pari rassurant qui permet d'aller chercher exceptionnellement du 25 ans sur du locatif. Voilà. Tu penses que c'est un modèle qui peut s'appliquer à d'autres grandes villes, à part Paris, ou tu crois que c'est vraiment typiquement un marché parisien ? C'est très haussmannien. Le micro-logement est très haussmannien. Moi, je crée une boîte j'appelle ça du micro-living, comme alternative au co-living. Co-living, c'est intéressant, mais tu manques d'autonomie, tu manques de privacy. T'as un adulte que tu connais pas qui te pique la mayonnaise au frigo. Tu dois descendre 2 étages pour laver ton linge. Tu peux pas ramener qui tu veux de boîte de nuit parce que tout le monde te regarde. Enfin, et puis tu vis dans un 10 mètres carrés que tu payes 1300 €, mais t'as 0 équipement et 0 autonomie. Moi, je pense que le micro-living, c'est le successeur du co-living, qui est assez saturé. Et mon but, c'est de devenir leader du micro-living en France et à l'étranger. Mais ça reste un play très parisiano-parisien parce que Haussmann a généré beaucoup de micro-logements. T'en as à Tokyo avec les capsules. Bon, ça, c'est du nano-logement. T'en as à New York avec leurs pods. Ils ont des pods. C'est comme ça qu'on appelle le micro-logement new-yorkais. T'en as à Londres. C'est issu de l'architecture victorienne qui a aussi produit quelques micro-logements pour le staff à l'époque, comme nos chambres de bonne. Donc il y a des villes qui s'y prêtent pas mal, et après il faut que le droit local permette des contrats de location flexibles, ce qui n'est pas toujours permis, donc il y a une certaine adaptation à faire pour s'internationaliser. Oui, mais tu suis finalement les tendances des marchés plus matures peut-être que Paris. Londres, on peut l'imaginer, si on regarde le prix du foncier par exemple. En fait, voilà, ça va. T'as une tendance sur le micro-logement, il émerge dans des villes où t'as une pénurie de logements.
2, une inconstructibilité. Tu peux ni construire en horizontal, ni construire en vertical. T'as un stock fini, tu peux plus rien faire. Paris, c'est ça, tu peux plus construire. Tu peux pas rajouter un étage à un immeuble haussmannien, tu peux pas élargir Paris. T'as un stock fini de logements. Et t'as une pénurie. Et t'as un foncier très cher. Et tu peux pas monter, contrairement à Londres aussi. C'est ça. Londres, c'est compliqué aussi, mais donc tu as trois critères. C'est inconstructibilité, pénurie et foncier très cher. Et c'est à partir du moment où ces 3 critères sont remplis que tu commences à t'intéresser à tes petits mètres carrés, tu commences à optimiser, à diviser, à augmenter l'intensité d'usage et à réhabiliter le micro-logement. Et c'est ce qui s'est passé à Tokyo, à New York, aujourd'hui à Paris. Et c'est sur cette tendance-là que s'inscrit le projet que je suis en train de faire. C'est super. Je peux te parler 2 minutes un peu plus élargir sur ce qu'il y a un truc qui m'intéressait en toi, c'est justement un peu ton côté phénix après l'épisode Mastéos. Et juste pour comprendre ce que tu fais aujourd'hui de l'immobilier, en France, on est assez, en général, critique et on n'aide pas les gens on va dire couler des boîtes et reprendre d'autres derrière. Comment ça s'est passé, toi, chez Mastéos? T'en as beaucoup parlé, mais en gros, ce que je comprends, c'est en gros, t'as été un peu, le modèle a été squeezé entre une forte anticipation de la demande et puis en même temps, la hausse des taux assez brutalement qui a complètement séché le marché. Donc du coup, l'effet ciseau avec des charges pour suivre cette demande à côté qui avait augmenté drastiquement. Et c'est aussi simple que ça, l'équation et le résultat qui font comprendre de cet épisode-là. Ouais, écoute, tu mélanges 2 thèmes intéressants qui sont comment est perçu l'échec entrepreneurial en France. Réponse assez mal. J'en souffre pas mal. Aux États-Unis, c'est pas glorifié, mais c'est pas cool, mais c'est quand même c'est pas mal vu d'avoir planté une boîte parce qu'on se dit au moins la prochaine sera bien parce qu'on apprend de ses erreurs. En France, il y a encore un certain stigmate qui colle à l'entrepreneur qui a planté une boîte. Donc ce stigmate, je le porte et j'essaye aussi de porter un message de seconde chance pour ces entrepreneurs qui ont, et en ce moment il y en a beaucoup dans la PropTech qui font faillite parce que si tu vas trop diaboliser l'échec entrepreneurial, tu supprimes l'entrepreneuriat français, quoi. Parce que si t'as pas de droit à l'échec, t'as pas d'entrepreneuriat. Je sais pas quelles sont les stats officielles, mais je crois que 2 boîtes sur 3 finissent par se planter. Mais si le type qui se plante, il se fait broyer par le système, ça donne pas envie aux vocations entrepreneuriales d'émerger. Donc mon message, c'est ne glorifions pas l'échec, mais ne le diabolisons pas non plus, parce que les entrepreneurs réussissent pas forcément du premier coup. Moi, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai créé Mastéos, c'était ma première boîte. J'avais 28 ans, 29, et je suis parti de zéro. Et quelques années plus tard, j'avais créé 400 emplois. On faisait à peu près 25 millions de chiffre d'affaires, alors qu'on faisait un dixième de ça 2 ans plus tôt. Donc j'étais assez fier de ce qu'on a fait. C'était sous stéroïdes VC, parce que c'était la mode des levées de fonds, et j'ai levé pas mal de fonds pour justement accélérer rapidement. Alors après, ma gestion financière, elle était pas au centime parce que on était large sur les levées de fonds, mais il n'y a pas eu non plus d'excès particulier. Nous, on se payait pas beaucoup en tant que fondateur, et c'est vrai que on faisait au début une vente par mois, puis une vente par semaine, puis une vente par jour, puis une vente par heure. Donc on avait une traction commerciale qui justifiait la croissance de notre structure de coûts. Sauf que les excès du modèle VC nous ont fait croître trop vite et trop. Et quand le marché s'est retourné, quand les taux ont augmenté, et on avait prévu qu'ils augmentent, c'est pas le sujet, on n'avait pas prévu qu'ils augmentent si rapidement dans un temps si court, et passer le 4% d'intérêt, qui est à peu près le niveau de rendement qu'on arrive à offrir sur de l'immobilier résidentiel traditionnel, un client il perd de l'argent à passer par nous. C'est-à-dire que si on offre du 4% et que lui il emprunte à 5, ça sert à rien. Donc passer le 4%, on a perdu à peu près tous nos clients. Et mars 2023, on faisait encore 150 ventes. Avril 2023, on n'en avait plus que 40, et puis 10, et puis après, on n'avait plus de marché, quoi. Donc, quand t'as 400 salariés et plus de marché parce que les taux sont trop hauts, tu fermes boutique, et on a vendu à Novaxia. Et quand il y a la vente d'un point de vue technique, parce que en fait, quand tu déposes une boîte, pouvoir revenir justement, comme tu l'as fait de façon assez rapide dans un secteur de l'immobilier, moi, j'imaginais, parce que j'étais un peu analyste crédit, c'était un peu, on voyait des dépôts de bilan régulièrement, et c'était toujours très difficile parce que tu as un passif à épurer, les banques te font plus confiance. Là, tu parlais du stigmate et peut-être on va dire de cette mentalité des gens qui te côtoient, voilà, ça te pèse, mais j'ai l'impression que c'était plus dans le registre du psychologique que, tu vois, concrètement, tu as un passif aujourd'hui. Est-ce qu'une banque te suit sur, par exemple, tes projets qui sont encore dans une activité d'immobilier? Non, je suis blacklisté en bancaire, ouais.
Non, c'est pour ça que le fonds d'investissement, enfin, c'est pas pour ça, mais il s'avère que je le fais sous format fonds d'investissement parce que je sais générer de la perf sans besoin de levier bancaire. Mais je vais pas aller chercher de la dette. Je sais que je serai mal accueilli. Parce que t'as laissé une ardoise ? Ouais, en Ok. dette de l'ordre de... Bah après, les chiffres de Mastos étaient gros, hein. On était valorisé 155 millions d'euros, on a fait 50 millions de chiffre d'affaires en 3 ans, ouais c'est ça. Et donc on a laissé un passif bancaire de l'ordre de 10 millions d'euros, qui était backé en partie par la BPI, mais bon c'est quand même un gros passif. Donc oui, je suis pas très bien accueilli par le système bancaire et j'en ai pas besoin dans mon nouveau projet. Et par l'État, par contre, est-ce que, parce que l'État est plus rigoureux en général là-dessus, enfin plus... J'ai toujours mon passeport, c'est ça que tu veux dire? Non, mais ouais, attends, est-ce qu'il y a des passifs à l'État, tu vois ? Est-ce que ça fait que tu peux plus après créer une boîte, même créer finalement une boîte peut-être interdite là, j'en ai créé une, il n'y avait pas de problème. Non, j'ai pas eu d'interdiction de gérer, il n'y a pas eu de... Alors peut-être qu'il y en aura, hein, tout n'est pas totalement fini, mais ça m'étonnerait. Là, j'ai pas de faute de gestion, donc j'ai pas d'interdiction particulière. D'accord. Ouais, non, c'est intéressant parce que... J'ai eu beaucoup de souffrances psychologiques, j'ai eu beaucoup de stress juridique, je me suis senti seul, ça fait 1 an que je suis en traversée du désert et que j'essaye de retrouver une énergie entrepreneuriale pour rebondir. Mais à ce stade, j'ai pas eu de sujet juridique particulier, quoi. Ouais, non, mais c'est, je trouve, inspirant et remarquable aussi, dans le point de vue où, en fait, 90% des gens qui traversent ce que tu as traversé, ils lancent pas une boîte derrière, quoi. Ils se disent, bon, bah, je vais me ranger, je vais faire un truc. Toi, t'arrives quand même à faire un truc entrepreneurial avec d'autres moyens, du coup, pas que les banques ou l'État. Mais les banques, ça m'étonne pas qu'ils te prêtent pas, mais en même temps, ils prennent le risque, hein, c'est pour ça, ils les rémunèrent, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'un registre commercial, donc je pense que c'est normal à mon avis, qu'ils pourraient te refaire confiance derrière. Par contre, l'État, en général, quand t'as un passif auprès de lui, il te lâche pas. Tu veux dire fiscal ? Ouais, fiscal, il y avait un passif là-dessus ou... Parce qu'en général, il se lâche pas, tu vois, l'État, Ouais, écoute, non, je crois que ça a été géré dans le cadre de la liquidation. Je crois que c'était un créancier prioritaire, donc on l'a vendu 1 million à Novaxia, et il me semble que c'est 1 million qui a servi à épurer le passif fiscal en priorité. Donc j'ai pas l'impression qu'il me reste du passif fiscal à ce stade. Ok, ouais. Enfin, je serais au courant sinon. Ouais, t'as mon avis. Ouais. J'aurais des saisies sur compte. Ouais, bien sûr. Non, et puis ils sont en rang numéro 1, c'est toujours eux qui sont payés en premier, donc ça marche. Il y a un truc qu'on a peut-être oublié sur la partie justement micro-logement. Tu penses qu'un truc qu'on a oublié de parler, ou un sujet en particulier, ou un angle qu'on n'a pas couvert? Plus largement, c'est la notion de free lunch qui est chère au trading. Tu sais, c'est peut-être Warren Buffett qui disait ça. Qui disait there's no free lunch. En fait, ça n'existe pas le déjeuner gratuit. Soit quelqu'un t'invite et tu lui es redevable, mais en fait, t'as pas d'opportunité de marché qui est servie sur un plateau. C'est pour ça que je fais un peu moins de B2C, parce que les gens, ils pensent que comme ils ont payé un intermédiaire, ils vont avoir, on va leur servir sur un plateau une anomalie de marché prête à être arbitrée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez plus de rendement ou ou dépasser un peu la loi du marché, faut prendre soit du risque, soit de l'inconfort, tu vois, parce que c'est pas juste prendre du risque, c'est pas obligé d'aller au fin fond de la banlieue la plus hardcore de France, comme je l'ai fait quand j'ai investi en banlieue de Roubaix, quand j'étais attiré par les sirènes du rendement, sans trop m'intéresser au risque locatif. C'est juste, bah tu vois, du micro-logement, c'est inconfortable, quoi. Et j'ai aucun investisseur particulier qui veut en acheter. Bah oui, mais je suis d'accord, hein, c'est inconfortable, mais there's no free lunch. Donc si vous voulez être dans Paris, avec 7% de renta, avec finalement un faible risque locatif, bah oui, il va falloir gérer quelque chose d'autre. Il y a toujours un truc à sacrifier. Là, c'est de l'inconfort réglementaire, ou voilà. Tu sais pas trop si ça va durer, s'il va pas falloir trouver un nouveau type de contrat de location l'année prochaine parce qu'ils ont changé telle loi sur la moyenne durée, je sais pas quoi, ou si la norme elle va pas changer, voilà. Ouais. Mais faut faire confiance à ta créativité dans le futur. Et là-dessus, pareil, je trouve que les gens ont pas assez la notion de que there's no free lunch, donc il y a toujours un sacrifice à faire. T'as envie d'aller chercher 7% et pas 6%, mais tu veux pas de 5e sans ascenseur, bah je suis désolé, il faut faire un petit sacrifice, que pour aller chercher ton point de rendement en plus, il faut que tu ailles chercher 15 000 euros sur le prix en moins, et le 15 000 euros sur le prix en moins, il va pas être offert par le marché sans effort, il va falloir que tu fasses un sacrifice. C'est un peu plus bas de plafond de ce que t'as l'habitude, il n'y a pas d'ascenseur jusqu'au 5e ou au 6e, voilà, la notion de sacrifice pour justifier un extra yield
elle est importante, elle est à garder en tête. There's no free lunch, le rendement est toujours corrélé au risque, ou à des alternatives à la notion de risque, qui peut être, moi j'appelle ça l'inconfort ici, mais ça peut être autre chose, quoi, ou ça peut être juste l'énergie que demande le projet. Tu vois, si tu vas aller chercher un point de rendement supplémentaire, tu peux aussi faire la gestion toi-même. Ça te fait gagner un point de rendement. Ouais. Donc Ouais, c'est un arbitrage, je disais ton temps versus, c'est pas du risque, hein, c'est du temps, mais c'est autre chose, mais il faut donner quelque chose sur l'autel du dieu de l'immobilier, il faut que tu offres un cadeau sacrificiel. Non, mais ça, tel que tu le décris, c'est une aventure entrepreneuriale de toute manière quand tu te lances là-dedans. Et je pense que cette histoire de réglementation, d'évolution possible. Moi, je me dis que le profil investisseur qui passe partout en se disant je délègue complètement tout, absolument tout, il est quand même confronté à parce que c'est son projet, c'est lui qui aura acheté. Il est confronté, si jamais il peut plus louer, c'est lui. Il pourrait toujours louer. Après, c'est vrai que si tu loues en long terme et que tu prends le plafonnement pleine face sur 9 mètres carrés à 30 € le mètre. Effort d'épargne tous les mois, quoi. Ouais, il y a un petit effort. Après, ça coûte pas cher à l'achat, donc c'est jamais un effort d'épargne très. En fait, ce que je veux dire, c'est que même dans le pire des scénarios, quoique le pire des scénarios, ça serait vraiment qu'ils mettent la limite à 10 mètres carrés. Et alors là, bon, je sais pas quoi te dire, quoi. Tu vas t'acheter un neuf, la limite elle est à 10. Moi, je suis entrepreneur, j'aime bien le risque. Voilà. Ouais, non, après il y a la vente et tout, voilà. En tant que marchand, après on l'apprend. Moi, je l'apprends en ce moment justement que même vendre à équilibre ou même à petite perte, si ça te permet de recycler le cash et d'aller de l'avant, c'est pas en tant qu'investisseur locatif une proposition que j'avais habitude d'avoir un schéma dans la tête, mais ça se travaille. Ouais. Non, ça me parle beaucoup. Top, écoute, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si tu souhaites poursuivre la conversation, c'est quoi ton... Sur LinkedIn. Ouais. Je me sens tellement seul sur ce marché du micro-logement. Je suis tout seul aux visites. Les clients, ils comprennent pas mon produit. S'il y en a chez qui ça résonne et qui pensent pouvoir passer le pas du 14 mètres carrés, qui est la définition, la fourchette haute de ce qu'on appelle un micro-logement, écrivez-moi sur LinkedIn. Envoyez-moi un petit kikou. Kikou Thierry, t'es écouté dans le podcast de Paco. Je pense qu'il y a un micro-logement. Il y a des gens qui vont être inspirés, à mon sens. Vous m'invitez au flunch et je vous accompagne. C'est royal. Merci beaucoup Thierry. Merci Paco, à bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut, ciao. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à suivre ma conversation avec Laure Couty de jeustock.com, épisode 190, pour tout comprendre sur le marché des espaces de stockage à Paris et aux abords des grandes villes. Bonne écoute.